Avant toute chose, donc, je voulais aborder le pourquoi de ma légitimité à m'exprimer devant vous. Donc ma légitimité, bon, elle est à trouver surtout dans les 3 ans que j'ai passé au CPCO entre 2013 ou 2016, où j'ai essayé de travailler justement sur l'aspect systémique des groupes armés terroristes auxquels nous faisons face. Avant de rentrer dans le dur du sujet et de vous parler à proprement parler des enjeux sécuritaires qu'on rencontre en bande saharo-sahélienne, je vais rapidement vous faire un historique de l'opération Serval, suivi de Barkhane à partir du 1er août 2014. Donc les premiers combats qui ont vu s'affronter donc les groupes armés d'opposition, les groupes armés terroristes, les groupes armés récalcitrants, c'est des termes qu'on peut entendre pour toutes les opérations militaires françaises. Eh bien, elles ont commencé donc le 11 janvier 2013, en ce qui concerne donc Serval, suite à la descente vers le sud donc de groupes armés qui jusque-là étaient restés au nord. Je reviendrai un peu plus en détail sur la composition de ces groupes armés pour répondre en partie à votre question, monsieur. Donc le 11 janvier est marqué dès l'après-midi par donc, une première opération de combat menée par des éléments français qui étaient stationnés à Ouagadougou, une opération hélicoptère qui visait à arrêter donc, une première colonne. Les premiers combats ont eu lieu dans la région de Konna, ont vu le même jour donc, à la fois une victoire tactique et donc, le premier décès de l'opération, en l'occurrence le commandant Boiteux. S'en est suivi donc, 8 morts sur Serval et actuellement donc, on enregistre 13 morts sur l'opération Barkhane. Cette opération donc, qui a débuté le 11 janvier, dans un premier temps, sur une échelle assez courte, qui correspondait bien à nos capacités, aux capacités militaires de la France, a eu pour but de reconquérir ce Nord Mali. Donc assez rapidement, donc avec le 11 janvier, donc début des hostilités, on a la libération de Konna qui avait été marquée, qui était en fait l'avancée majeure, l'avancée principale de ces groupes armés terroristes. Donc Konna est libéré le 17 janvier, suivi de Douenza le 21 janvier. Les forces françaises atteignent la boucle du Niger en libérant Gao le 25, Tombouctou le 27, Kidal, la capitale touareg, le 30, puis Tessalit à l'extrême nord du Mali le 8 février. Après s'ensuit une opération dans les Adrar des Iforas, là où c'est à cet endroit-là que les combats ont été les plus sévères. Moi, je suis arrivé en avril, donc cette phase de combat assez intense, je les ai pas connus, car après on est rentré dans une logique de contrôle de zone, d'appréciation de la situation, et donc s'en est suivi un certain nombre d'opérations qui duraient 2-3 semaines. Compte tenu de nos moyens, elles n'étaient pas simultanées, donc on a fait du contrôle de zone dans la région de Ménaka, on en a fait après dans la région de Kidal, dans la région d'Ossongo. Quoi qu'il en soit, voyant qu'il résultait encore une menace stagnante, dormante, on est passé dans une logique de régionalisation, et donc la différence entre Barkhane et Serval, donc c'est bien ça, c'est donc bien la régionalisation. La régionalisation où ? La régionalisation, donc c'est dans la BSS. Monsieur l'ambassadeur, juste avant, donc, est resté assez flou et effectivement, cette BSS, elle est discutable. À mon sens, la BSS, eh bien, c'est une définition qui est purement géographique, qui est une région qui sépare au niveau climatique les zones désertiques du nord, donc du Sahara, et la zone tropicale du sud. Donc, bon, ça fait assez large, malgré tout. Pour nous, militaires, on la comprend comme notre zone d'opération, et notre zone d'opération, globalement, c'est les pays du G5. Et donc, du coup, quand vous parlez à un militaire de la bande de la BSS, eh bien, enfin, il pense à ces 5 pays, il pense aussi un petit peu au Nigeria, au sud de la Libye. Alors,
je laisse cette carte en fond, car nous militaires on aime bien avoir des cartes. Celle-là pour l'instant elle n'a pas grand-chose, mais j'y viens. Le but pour moi c'est de vous parler donc des enjeux sécuritaires. Ce qu'on peut résumer, c'est que les problèmes de terrorisme, les problèmes liés au trafic, eh bien, vont refléter les dissensions profondes que l'État malien et d'une manière plus globale la BSS rencontrent. Le terrorisme, j'y reviendrai, n'est qu'une manière d'exprimer ces dissensions. Donc là, je vais vous parler donc du terrorisme. Donc, ce terrorisme, il faut faire attention à ce terme. Le terme terroriste, pour ma part, surtout à Paris, quand on nous parle de terrorisme, on pense assez rapidement aux attentats du 13 novembre et globalement à Daesh. On vient de fêter les 40 ans de l'opération de Kolwezi. Donc les rebelles katangais, avant l'intervention française à Kolwezi, ont massacré 700 Africains et environ 150 Européens dans cette cité minière. Ces katangais n'ont pas été qualifiés de terroristes. Donc qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les groupes auxquels nous faisons face sont des terroristes? Je ne suis pas en mesure de vous répondre à cette question. Mais malgré tout, je pense qu'il est important de se poser la question sur l'évolution de ce vocabulaire. Et l'évolution de ce vocabulaire, l'aspect médiatique qu'apporte le terme djihadisme, qu'apporte le terme de terrorisme, eh bien ce vocabulaire-là, eh bien, il rentre directement dans la bataille médiatique sur lesquels ces groupes, sur le terrain duquel ces groupes nous ont amenés. Mais en fait, ces groupes terroristes, si on commence à gratter un petit peu et en allant dans le détail, eh bien, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui sont Touaregs. Et monsieur l'ambassadeur, précédemment, donc, parlait de Yadak Ghali. Yadak Ghali donc, était un leader des révolutions Touaregs des années 90. Il a notamment fait un coup de feu au niveau de Ménaka en y massacrant quelques gendarmes maliens. Eh bien, quand il était à Ménaka, on n'a pas parlé de Yadak Ghali comme étant un terroriste. C'était un rebelle Touareg. Rebelles Touareg qui sont exprimés dès le début de la naissance de l'État malien. Et les dissensions qu'on peut voir donc, encore aujourd'hui entre les Touaregs au nord et les populations Bambara, Sangaï et Peul au sud, ne date pas d'aujourd'hui. Donc la principale opposition qu'on va donc rencontrer au Nord Mali et au Sahel, c'est un problème communautaire. Donc au Nord Mali, on voit bien donc trois grandes communautés, une communauté arabe, je vulgarise un petit peu, une communauté arabe qui, elle, a donné lieu à AQMI. AQMI, elle-même originaire du GSPC algérien. On va rencontrer également une mouvance donc Touareg qui ont des revendications avant tout politiques sur l'indépendance de l'Azawad. Et donc là, on va avoir deux principaux mouvements. Le premier, il est laïque, donc à savoir le MNLA. Le MNLA qui pour sa part, s'était allié avec ces groupes djihadistes en 2012, avant de se faire un peu éclipser Manu Militari par le MUJAO. MUJAO étant la partie à la fois arabe et à la fois noire, à la fois Peul, de la mosaïque des groupes armés terroristes qu'on peut rencontrer là-bas.
À côté de ça, on va rencontrer également un groupe, eh bien, entre guillemets, à 100% Peul, un peu plus au sud, au niveau du fleuve Niger, à savoir le Front de libération de la Massina. J'ai dû en oublier quelques-uns. Eh bien non, pas tant que ça. Mais si, bien évidemment, la mouvance islamiste donc Touareg, bien évidemment, donc Ansar Eddine, que j'ai déjà un peu abordé, car cette mouvance, elle est guidée, elle est commandée par Yadak Ghali. Donc tout ça pour dire que tout ce panel, donc c'est des gens qui se coordonnent plus ou moins, mais globalement, ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive malgré tout à avoir le dessus sur ces gens-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'unité. Il n'y a pas vraiment d'unité parce que les buts politiques de ces différents groupes eh bien, diffèrent en fonction de leur origine communautaire. Quoi qu'il en soit, la pauvreté, le niveau de développement faible qu'on va rencontrer en Azawad et plus largement dans la BSS demeure un terreau largement favorable pour le recrutement. Et tout à l'heure, je vous parlais donc du terrorisme islamisme. Eh bien, je contredirais donc un peu monsieur l'ambassadeur, mais le terrorisme islamiste est, à mon sens, simplement eh bien, une vitrine, est simplement un outil qui permet justement d'attirer les foules et d'accélérer un recrutement. Ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est pourquoi la France est là-bas. Eh bien, effectivement, donc, je m'appuie beaucoup sur ce qu'a dit monsieur l'ambassadeur ce matin. Mais effectivement, donc, il a parlé d'attaques indirectes contre la France de ces groupes. Effectivement, ces groupes-là ne monteront pas d'opération dans Paris, on l'imagine assez mal. En revanche, ils procèdent à des attaques indirectes, notamment à Areva, à Arlit. Vous n'êtes pas sans savoir que eh bien, cette mine eh bien, elle est vitale. Elle est vitale dans notre politique énergétique, elle est vitale au niveau stratégique pour la France. Le fait de la sécuriser, le fait que l'extraction soit grandement perturbée, eh bien, joue sur tout le système français, joue sur tout le système de défense français, joue tout sur le nucléaire en France. Donc on ne parle pas que de la bombe nucléaire, mais en fait on est d'accord, hein, c'est un procédé qui est complet. Et la seule chose que nous ne maîtrisons pas, la seule chose sur laquelle nous avons une dépendance, effectivement, à ce jour, eh bien, c'est l'approvisionnement en uranium. Donc il est malgré tout divers, mais il n'est pas non plus infini. Le capitaine de frégate à mes côtés pourra un peu plus parler de la dissuasion étant marin. Le troisième point, et le dernier, eh bien, donc, ce sont les trafics. Donc là, c'est une carte à grande échelle. Et donc, un des enjeux qu'on va rencontrer là-bas, et c'est également pour ça, c'est la raison pour laquelle on est passé dans une logique de régionalisation, c'était pour pouvoir avoir des actions sur les flux logistiques adverses. Ces flux logistiques, eh bien, ils sont extrêmement difficiles à appréhender. Ils sont extrêmement difficiles à appréhender, en dépit des routes qu'ils prennent, routes qui sont les mêmes depuis 200 ans, au début de l'opération Serval. On s'est replongé dans les rapports qui étaient stockés au service historique de la Défense pour identifier donc, ces fameux trajets qui relient donc, le sud de la Libye, globalement le dépôt d'armement de ces groupes, vers le sud. Mais à travers eh bien, toutes ces zones, toutes ces routes, eh bien, en fait, on va rencontrer donc
tout un trafic. Et ce trafic, eh bien, c'est ça qui va faire naître, c'est ça qui va faire vivre eh bien, les populations locales. Et s'en prendre directement, s'en prendre à ces trafics de manière irréfléchie, eh bien, ça irait à l'encontre de l'efficacité opérationnelle, l'efficacité politique également. Donc tout ça pour dire que quand vous interceptez un pick-up qui part de Seba pour rejoindre les Adrar des Iphoras et que vous l'arrêtez donc au nord Niger, donc je passe les problèmes, les contraintes juridiques qu'il y a, parce que au Niger on n'est pas vraiment chez nous quand même, donc il y a quand même une coordination à avoir avec nos camarades nigériens, donc on n'y fait pas ce qu'on veut. Eh bien, dans ce pick-up, on va rencontrer, on va y trouver un ou deux Pax qui veulent simplement se déplacer. On va y trouver un peu de drogue. On va y trouver un ou deux barils de pétrole. Et on va y trouver 2 ou 3 Kalachnikov. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quand on arrête ce pick-up, est-ce qu'on confisque les armes et est-ce qu'on arrête ces gens-là qui sont considérés comme trafiquants, mais pour eux, ils ne sont pas trafiquants, ils sont juste commerciaux, parce que c'est la manière qu'ils ont de faire survivre leur famille. Donc voilà, donc tout ça pour dire que les trafics là-bas, qui sont aussi donc, des trafics humains, c'est un réel problème. Et c'est un problème qu'il est très difficile d'appréhender. Pour conclure, la logique de régionalisation qu'on a abordée là-bas, qu'on aborde encore là-bas, qu'on utilise, eh bien, cette logique, elle est indispensable. Elle est indispensable pour mobiliser les pays partenaires sur la zone et puis surtout, à terme, de leur déléguer leur sécurité. Voilà, la France a déployé là-bas, donc dans une zone qui est grande comme l'Europe, 3000 hommes. Bon, je ne sais pas si vous mesurez le peu que c'est, mais c'est pas avec ça qu'on le fera. Et puis surtout, on n'en a pas la légitimité, et je ne pense pas qu'on en ait l'envie non plus. La crainte qu'on ait, c'est qu'on se rend compte que dans les années 90, ces mouvances armées, elles étaient en Algérie. En 2010, dans les années 2000-2010, elles ont commencé à descendre. Je rappelle que le Paris-Dakar, maintenant il est en Amérique du Sud à cause d'eux. Et donc, on commence à avoir des actions au sud du Niger. Et si d'aventure, les points chauds, ces incendies à éteindre, venaient à se multiplier, là on rencontrerait sans doute le quid de nos moyens et on arriverait vite, à mon avis, assez rapidement à la saturation. Je vous remercie de votre attention et je laisse la main. Merci beaucoup.